Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui chez Agora, à ICI Télévision, Monsieur Mounir Sarhani qui nous parle du Maroc. Il est agrégé de langue et littérature française, auteur de 3 recueils de poésie. Je vais au noir silencieux, publié en 2012, Nu comme nuit en 2013, J'ai vécu de t'attendre en 2014 et de 2 essais philosophiques sur l'islam et la question de l'interprétation. L'islam au risque de l'interprétation en 2016 et Averroès ou les vérités de l'islam en 2022. Mounir Sarhani est traducteur d'une dizaine de recueils de poésie de plusieurs poètes marocains et arabes. Il a également publié 2 romans, Il n'y a pas de bar Bliss, publié en 2016, et Le Hangar en 2017. Et son dernier recueil de poésie, et il est écrit en arabe et publié en Jordanie en 2024, s'intitule « Tu as oublié tes souliers, oh mon père ». Mounir Sarhani est lauréat de 3 prix littéraires. Prix de la chaîne marocaine 2e pour la poésie, prix de l'AMEF pour la nouvelle et prix du Cercle des lecteurs disparus. Il s'est vu décerner la médaille d'or par la Divine Académie à Paris. Il est élu au bureau exécutif de la Maison de la Poésie, secrétaire général adjoint de l'association internationale CIREB, cherchant dans le domaine de la nouvelle brachylogie. Mounir Sarhani enseigne la littérature française et comparée, responsable de la filière management culturel à la faculté des lettres et des sciences humaines à Mohammedia, à l'université Hassan II de Casablanca. Il occupe actuellement le poste de vice-doyen chargé de la recherche scientifique à la même université. Ici Kamal Bekiran, bienvenue chez Agora ICI Télévision. Monsieur Sarhani, je vous souhaite la bienvenue chez nous avec Agora ICI Télévision, Montréal, Québec, Canada. Merci, cher Si Kamal, pour cette belle invitation, cette aimable invitation pour parler de la littérature, de la langue, de la traduction et surtout de la poésie. Alors justement, vous êtes prolifique. Vous êtes un homme de lettres polyvalent. On va commencer par ça. Vous avez commencé avec la poésie dans vos productions littéraires. Vous avez même traduit plusieurs poètes et auteurs. Vous êtes passé de l'essai philosophique au roman. J'aimerais savoir d'abord d'où vient cette polyvalence, cette tendance à être prolifique, et puis que représente pour vous justement l'acte d'écrire de manière générale. Bon, écoutez, pour moi, peut-être c'est toujours le même acte que je suis en train d'exercer, c'est le même acte que je suis en train de pratiquer, à savoir l'acte d'écrire, qui est très tributaire, très relatif à l'acte de lire. Et justement, le livre, c'est mon univers. Et à ce moment-là, quand on est dans l'orbite et dans la galaxie des livres et des bibliothèques, je crois que on peut aller d'un genre à un autre, on peut aller d'un registre à un autre, d'une écriture à une autre, et de la lecture à l'écriture. Donc justement, je ne sais pas comment j'ai traversé les frontières entre la poésie et le roman et l'essai et la traduction. Moi, je crois que j'appartiens à cet univers, celui du livre. Je peux me présenter ou me qualifier de grand lecteur, de lecteur passionné, et justement qui s'est converti en écrivain et en traducteur. C'est une manière de dire que peut-être le rêve d'enfant que j'avais, c'était d'être comme les amis de mon père, que je regardais, que je voyais autour de lui, et ils étaient des intellectuels des années 70 et des années 80. Et c'était pour moi avec des frontières estampées, avec des frontières effacées. C'est-à-dire qu'il faut être intellectuel et avoir cette vision transversale de la littérature et de la religion, de l'histoire, de la géographie, de l'essai, de la philosophie. Moi, c'est la leçon que la vie intellectuelle, culturelle, dans laquelle j'ai baigné depuis ma petite enfance, peut-être m'a apprise. Voilà. Très bien. Alors, au niveau du roman, parlons du roman. Vous avez écrit « Il n'y a pas de bar Bliss » qui raconte justement l'histoire du cheminement d'une jeune fille qui porte le voile et qui apprend à se reconstruire avec la violence vécue, subite de son père intégriste. Et puis il y a Le Hangar, qui est un roman qui parle d'art, un roman subversif sur l'art en général et la décadence des artistes.
En quoi ces romans sont-ils différents, par exemple, selon vous, Simonir? Est-ce qu'il s'agit de la même ambiance, de la même structure narrative? Quel est le regard que vous portez justement à ce niveau, au niveau du roman? Oui, effectivement. Donc, j'ai deux romans. Il n'y a pas de Barbe-Lys. C'est un univers très différent, hein, si on le compare à celui du Hangar. Donc, il n'y a pas de Barbe-Lys. Brièvement, c'est l'histoire d'un personnage féminin, Fatima Zahra, qui a grandi dans une petite ville au nord du Maroc et qui a subi, comme vous l'avez bien dit, Kamel, c'est que il a grandi sous l'autorité du patriarcat traditionnel et classique, mais mélangé avec un extrémisme religieux, un intégrisme religieux qui naissait au début des années 80. Et je crois que c'était ça l'enjeu du roman, c'est Mhm. de parler d'un islam marocain. Moi, j'ai toujours Oui, vu le visage humain, humaniste de l'islam marocain avec sa tolérance, avec même son costume, c'est-à-dire il y a une djellaba marocaine, il y a un habit marocain qui est propre à la culture marocaine. Mais après, on a vu des symptômes d'autres formes, on va dire, d'islam, d'autres formes de dogmes qui s'émissaient dans la culture marocaine. Et je crois que c'est une vision un petit peu extrémiste. C'est un islam qu'on n'a pas connu au Maroc, que je n'ai pas connu quand j'étais enfant dans une petite ville conservatrice, etc. Et donc, mon personnage, c'est un peu moi, mais en écartant la violence paternelle, qui est tout simplement l'emblème de la violence exercée sur le plan symbolique par les tuteurs du dogme, par les tuteurs de l'islam, alors que la religion, la foi, ça appartient à l'individu. Donc ça, c'est l'univers de ce premier roman. C'est une critique littéraire, c'est une critique implicite, très métaphorique d'une forme de religion que je rejette, que je refuse, qui ne me ressemble pas. Moi, j'ai toujours défendu l'islam de ma mère, j'ai toujours défendu l'islam de ma grand-mère, qui était un islam tolérant, un islam qui ne s'inscrivait pas dans l'exclusion, un islam qui aimait le voisin, qui aimait autrui, qui acceptait autrui dans sa différence, qui dialoguait avec les autres, qui avait peut-être d'autres confessions ou d'autres dogmes. Moi, je crois que j'appartiens à cet islam, je suis fier de ce dogme qui n'est pas justement dogmatique ni fanatique, mais qui est dans le dialogue, dans l'amour. Et ce roman, pourquoi il est différent du Hangar? Parce que le Hangar, là, je vais switcher, je vais aller vers un autre univers, celui de la collection des œuvres d'art, des peintres marocains que j'ai imaginés. Bon, il y a des données peut-être biographiques des peintres que nous connaissons qui ont eu, on va dire, un destin moins heureux que l'œuvre. L'œuvre aujourd'hui qui peut coûter des millions de dirhams, donc voire oui. même des milliers d'euros. Et le peintre, c'est-à-dire l'auteur de cette œuvre, n'a pas eu ce destin euphorique. Il y en a un qui a fini qui est mort justement sur un banc dans un jardin public dans un état misérable. Ça m'a Oui, un petit peu interpellé en tant qu'écrivain. oui, Je me suis dit que c'est un secteur encore mal organisé au Maroc. Il n'y a pas d'institution, on va dire, qui peut contenir les peintres, justement, contenir les oui. artistes peintres. Que nous avons des talents extraordinaires. Donc, je voulais Oui, défendre effectivement l'artiste qui est dévoré par un marché de l'art qui a une vitesse beaucoup plus supérieure à celle de la psychologie des très bien. peintres, la vie des peintres et des talents. Très bien, Simonir. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. Mounir Sarhani, c'est mon invité de cette émission. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. J'accueille un auteur, poète et un traducteur du Maroc, Mounir Sarhani. C'est mon invité d'aujourd'hui chez Agora, auteur prolifique, auteur reconnu et auteur lu, auteur prolifique. Il vient de faire paraître un tout dernier. On va en parler dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Mais d'abord, continuons cette exploration, on va dire, autour de vos œuvres, de votre œuvre, Mounir. Vous avez abordé à travers l'essai philosophique aussi des questions relatives à l'islam, apportant un point de vue tel que, bon, vous avez abordé donc des thématiques sur Averroès. En quoi l'essai philosophique peut-il
jouer un rôle dans la mise en valeur de la pensée, surtout qu'on sait au Maroc au niveau de l'éducation. Bon, c'est encore, il y a aussi des réformes à faire au niveau de l'éducation et de l'enseignement, mais quel est le regard que vous portez sur cela, sur le rôle que peut avoir l'essai philosophique sur la promotion de la pensée au Maroc et même sur l'épanouissement culturel et individuel des gens? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que l'essai philosophique, c'est un genre, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un genre sérieux. C'est un genre qui a besoin de documentation, qui a besoin de recherche. Le livre que j'ai écrit sur Averroès, ça m'a coûté facilement 9 ans de travail, 9 ans de recherche, d'exploration. Justement, je devais lire parce que quand j'ai fait mes études en France, j'ai découvert que j'avais la possibilité de lire les sources et les écrits des philosophes arabo-musulmans en arabe. Et je ne savais pas que c'était une qualité, que c'était une chance. Donc je me suis penché sur Al-Farabi, je me suis penché Oui, sur Averroès, que j'avais déjà lu en français. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire l'effort et de traduire certains chapitres, en tout cas des tout à livres fait. d'Averroès, comme la démonstration des preuves, comme le discours décisif, etc., etc., comme l'abrégé en politique et d'autres livres de philosophes arabo-musulmans. Et là, je découvre Averroès. C'était vraiment un coup de foudre philosophique, si vous voulez. Et je me suis dit comment on a raté dans le monde arabe, et particulièrement au Maroc. Moi, je le considère comme un philosophe marocain. Et Ibn Rushd latinisé en Oui, Averroès, moi je crois que c'est une leçon de séparation du politique et du religieux. C'est une leçon de tolérance, de pluralité. Il était contre le sectarisme, il était contre les tout à fait. dissidences au niveau de la foi. Il était pour justement la séparation entre la foi et la raison, entre la vérité religieuse et la vérité rationnelle ou la vérité philosophique. Mais au final, c'est une sororité, un rapport Mhm. sororal entre les deux vérités. C'est incroyable. C'est-à-dire que les méthodes sont différentes, mais il ne faut pas justement les mélanger. Et le sacré, le profane, énormément de questions. Et je me suis dit, Averroès, il est d'actualité aujourd'hui. Oui. Nous, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, en tant que Marocains, nous avons besoin d'Averroès. On s'est intéressé à d'autres penseurs, peut-être qui allait de pair avec certains contextes historiques, mais je crois qu'Averroès avait énormément d'audace, avait Oui. énormément de courage pour nous enseigner la tolérance dont on parle aujourd'hui. Et la Oui. grande leçon d'Averroès, c'est cette individualisation de la religion qui va garantir, on va dire, un vivre ensemble au sein de la cité. C'est-à-dire que nous devons composer avec autrui dans ses différences, dans sa diversité, qui devient un enrichissement pour la cité, qui devient une avancée pour le progrès de la raison en particulier. Et c'est extraordinaire comment on découvre qu'au lieu de parler de la vérité, on va parler des vérités au sein de la cité. Donc cette Magnifique, pluralité oui. m'a attiré à Averroès et dans le discours décisif, je crois, c'est cette décision, ce parti pris que Averroès est en train de défendre. Et je le redis, nous avons un besoin urgent aujourd'hui d'Averroès, de le traduire encore une fois, de le lire, de l'analyser pour que la génération future ne commette pas l'erreur d'exclure des Oui, autres tout ne l'oublie simplement parce pas. qu'ils sont différents. Voilà, ne l'oublie pas. Averroès va revenir dans quelques années, dans une dizaine d'années, toujours comme un philosophe actuel et d'actualité. Exactement, un incontournable. Je vais continuer avec vous, Mounir, au niveau de de la poésie, de la traduction. Vous avez traduit bien des auteurs, je vais les citer là. Feuille de splendeur de Mohamed Ben Nis, L'aridité ne tue personne de Mohamed El-Ash'ari, En aparté de Hassan Jmi, Tramway de Mourad Qadiri, Tenant la traînée d'un astre de Fouad Chardoudi, Un toit de papillon de Nizar Kerbout et bien d'autres poésies et traductions. Comment est-ce que vous voyez l'espace de la traduction au Maroc, Simounir? Je reviens à la même problématique que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que la traduction littéraire, malheureusement, n'a pas de fondation, n'a pas d'institution qui peut l'encadrer. Donc, ce qui Mhm. fait aujourd'hui, en général, dans Même au niveau de l'industrie la maison de la culturelle poésie? marocaine, au niveau de la Maison de la Poésie, c'est vrai, c'est une fondation, mais c'est une association, on va dire. Mhm. C'est pas une fondation qui est affiliée au ministère de la Culture. C'est-à-dire, pour moi, peut-être mon rêve, mon ambition, c'est de voir
au Maroc une fondation, une institution qui s'intéresse à la traduction littéraire. C'est un peu Beit al-Hikma dans les temps Oui, passés, pour encadrer et justement pour former des traducteurs littéraires. Parce que vous savez très bien que la traduction littéraire n'a rien à voir avec la traduction administrative ou la traduction, on va dire, alimentaire, entre guillemets, ou technique. C'est une traduction qui a des spécificités qu'il faut absolument enseigner et qu'il faut absolument promouvoir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le secteur culturel au Maroc, il est nourri, il est promu par des compétences individuelles. Moi, je crois qu'il est temps de formaliser, qu'il est temps d'institutionnaliser, on va dire, la culture et entre mhm, autres la traduction, à commencer par la traduction. Nous avons énormément d'œuvres littéraires qui ont besoin d'être traduites pour voyager ailleurs. Et comme m'a dit un poète une fois, c'est pour avoir des ailes et donc visiter d'autres horizons, d'autres tout à fait. perspectives. Moi, j'ai fait ça avec mes amis. Donc, Mhm. j'appartenais très jeune à la Maison de la Poésie du Maroc et j'ai travaillé avec énormément de poètes marocains de langue arabe. Et je me suis dit, moi, je suis bilingue. Je peux traduire, je peux transférer, transposer les textes de mes amis, les textes que j'aime. Et j'avais la chance de fréquenter et de côtoyer les grands poètes Exactement. marocains de langue arabe. Bennis, vous l'avez cité, Hassan Vous avez même Najmi, traduit Hassan Aïcha Najmi, hein? al-Basri, Hassan Najmi, Aïcha al-Basri, Mhm, Mourad Qadiri, Chardoudi et bien d'autres. tout à fait. Aujourd'hui, j'ai 13 peut-être recueils traduits vers le français. Et du français, mes amis poètes, ils passent vers d'autres langues. Aujourd'hui, Hassan Najmi est traduit en italien, une autre amie est traduite aujourd'hui en espagnol, en anglais. Tu leur donnes cette possibilité Oui, d'aller vers d'autres géographies littéraires et poétiques. Et moi, je crois que c'est un projet personnel, certes, mais qui doit devenir peut-être un projet national. tout à fait. C'est de rendre notre littérature universelle. Vous êtes écrivain, vous aussi, Si Kamal, et vous êtes conscient que la littérature, c'est pas la langue au final. La Oh, que littérature, oui. c'est justement ce souffle, cette humanité que nous écrivons. Et on veut commettre cette trahison, les belles infidèles, comme on l'appelle la traduction. C'est une belle trahison Traduire, c'est qu'il trahir, faut justement, comme et on c'est dit. une belle et Oui, magnifique trahison parce qu'au final, on revient à la fidélité. On est fidèle à exactement, cette exact. littérature, à cette poésie. Exactement. Encore une pause et je reviens avec vous, avec mon invité, mesdames et messieurs, Mounir Sarhani. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer ma conversation avec Mounir Sarhani, un auteur qui nous parle du Maroc, un auteur prolifique. Et puis, Mounir, avant d'aller justement à votre tout dernier recueil écrit en arabe, la brachylogie. Vous avez même eu un doctorat, si je m'abuse, sur cette branche. La brachylogie, comment est-ce que vous la voyez et est-ce qu'on peut faire un lien aussi avec la littérature marocaine? En quoi elle peut servir la littérature marocaine écrite en arabe ou en français? La brachylogie, bon, qui est aujourd'hui un concept qui date des Grecs Mhm, depuis Socrate. D'ailleurs, il y a un livre excellent, Le Retour de Socrate, et que pourquoi nous avons besoin du bref et du court. Donc, mhm, la brachylogie, c'est l'étude de tout ce qui est fragment, tout ce qui est fragmentaire, tout ce qui est concis, tout ce qui est mhm. bref. Encore une fois, on va le lier au vivre ensemble, c'est-à-dire moins je parle au sein de la cité, moins je vais écouter autrui. Je ne dois pas occuper l'espace de la parole pour être dans l'accaparement, dans le monopole, parce qu'en soi, c'est une violence symbolique. Soit je suis dans l'endoctrinement, soit je suis dans la manipulation, la démagogie. Pour remplacer tout ça, vous avez employé un terme excellent tout à l'heure, c'est la conversation. C'est même pas le dialogue, parce que dans le dialogue, il y a une hiérarchie au sens philosophique du terme. Mais dans la conversation, on est dans l'égalité, c'est-à-dire quand je converse avec autrui, je le vois comme mon égal, sans le Exactement. préjuger. On peut Voilà. sortir du débat, on peut sortir de la conversation avec les mêmes points différents, on est différent, mais on ne sort pas indifférent, on ne sort pas les mêmes. Et la conversation, je crois que c'est notre secours, c'est ce qui va nous sauver de la démagogie, c'est ce qui va nous sauver de la violence, de l'agressivité verbale, etc., etc. Donc,
Il faut moins parler au sein de la cité, c'est être dans le bref. Et la culture marocaine, vous le savez très bien, est fondée sur l'oralité, elle est fondée sur le fragment, elle est fondée sur le vers, elle est fondée sur le proverbe, la sentence. Tout ça, c'est brachilogique. Quand on est brachilogique, moi je crois qu'on est plus intelligent au sein de la cité et l'oralité a du sens non seulement littéraire, mais également artistique et sublime. Excellent. Alors, bon, il reste à peu près 2 minutes, le temps que vous nous parlez, Mounir Sarhani, de votre recueil. Il est écrit en arabe. Tu as oublié tes souliers, oh mon père. Bon, on va le dire en arabe là. Nasayta hida'aka ya abi. Il va y avoir un lancement. Bon, c'est déjà fait au Salon du Livre de Rabat. Vous avez 2 minutes pour nous en parler. C'est à vous, Mounir. Peut-être je vais répondre à cette question implicite. Pourquoi écrire un recueil en arabe? Moi, je suis un écrivain marocain de langue française. Et mes amis aujourd'hui sont surpris de me voir sortir un livre, un recueil en arabe. Ah ben, tout simplement parce que je n'ai jamais réussi l'acte d'écrire sur mon père en français. Mon père, une relation d'amour depuis que j'étais enfant avec lui, on avait un amour extraordinaire. Et je crois qu'il m'a tout enseigné. Il est mon premier maître. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais il continue d'exister dans les livres, dans ce que je lis, dans ce que j'écris. Quand je voulais l'écrire et lui adresser la parole poétique, c'est un axe que je n'ai jamais réussi en français. Il ne me vient pas en français, tout simplement parce que lui, il était strictement arabophone. Il ne maîtrisait pas les langues étrangères, il ne maîtrisait pas encore moins la langue française. Donc, ce qui fait inconsciemment, j'étais incapable d'écrire sur lui en français, mais il m'est venu en arabe. Lorsqu'il m'est venu en arabe, c'est une langue qui lui ressemble, c'est une poésie qui lui ressemble, et du coup, c'est une poésie, c'est un poème qui me parle. Et pourquoi les souliers? Parce que quand j'étais enfant, quand je regardais les chaussures, les souliers de mon père dans le couloir de la maison, ben, j'étais en paix, j'étais en sécurité. Et ça a toujours été en lien avec ma psychologie d'enfant qui attendait son père, qui était le héros pour lui. Aujourd'hui, quand j'écris sur mon père, moi, je crois que je redeviens enfant. Et qu'est-ce qu'un poète s'il ne redevient pas cet enfant avec un regard neuf et non voilé? Très bien, parfait. Alors, magnifique, c'est un plaisir de vous avoir accueilli. Remarquez, les 23 minutes, ça passe vite là. Plaisir de vous avoir accueilli, un honneur. Monsieur Mounir Sarhani, qui me parle du Maroc, l'un des auteurs reconnus, on va retenir cela, du Maroc. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30 chez Agora, à ICI Télévision. Au revoir.